Le typhon Agoupi, prévu pour samedi ou dimanche, crée la panique aux Philippines. Pour y faire face, les Philippins se mettent à l'abri dans des habitations plus résistantes. Afine Guessan, président du Front populaire ivoirien, assigne en justice des militants de son parti. À la base, l'annulation de la candidature de Laurent Gbagbo. Les manifestations contre le gouvernement en Haïti ne faiblissent pas. Les manifestants exigent le départ du président Michel Martelly. Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Aux îles Philippines, les populations se réfugient dans des structures plus résistantes que leurs habitations en attente de l'arrivée d'un typhon prévu pour ce samedi ou ce dimanche. L'archipel a souvent été la première masse terrestre importante que rencontrent les typhons qui se forment dans l'océan Pacifique. Reportage. Les Philippins commencent à se réfugier vendredi par millions dans des églises, écoles et autres gymnases à l'approche du violent typhon Agoupi de l'archipel coutumier des intempéries désastreuses. Les habitants construisent des abris de fortune et constituent des réserves de nourriture et de médicaments pour se prémunir face au typhon. La tempête, qui pourrait être la plus importante à toucher les Philippines cette année, devrait affecter plus de la moitié de l'archipel, dont des régions du centre-est déjà dévastées il y a un an par le super typhon Haiyan. Les agences météorologiques ont toutefois des avis divergents sur la trajectoire d'Agoupi qui devrait toucher la Terre samedi soir ou dimanche. En attendant, plus de 500 000 familles habitant l'est des Philippines dans la région de Bicol, soit environ 2 500 000 d'habitants, vont être évacués d'après les autorités. Les véhicules des autorités locales et de l'armée étaient mis à contribution pour les opérations d'évacuation. L'impact du typhon sera ressenti sur une bande de plus de 600 km de large, ce qui signifie que près de 50 millions de personnes sont menacées, soit la moitié de la population, au dire du ministre des Affaires sociales. Quelques 100 000 familles, soit un demi-million de personnes, ont déjà été évacuées vendredi soir. L'agence Pagasa prédit que le typhon sera le plus violent attendu sur l'archipel cette année. Il touchera 55 des 85 provinces du pays, tandis que l'œil du cyclone passera sur les provinces orientales de Samar et Leyte avant de se diriger vers le centre de l'archipel. Et le centre de surveillance conjoint des typhons de la marine américaine a lui estimé qu'il passerait au nord de Samar, puis obliquerait vers l'ouest pour traverser Manille où vivent 12 millions de personnes. Rappelons que les Philippines sont un pays en développement qui compte 100 millions d'habitants. Ce pays subit régulièrement des intempéries meurtrières avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. En bref et en images, Pascal Afine Guessan, le président du Front populaire ivoirien, a assigné des militants de son parti en justice pour annuler la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo à la tête du FPI. Selon Alphonse Douati, l'un des vice-présidents du FPI, l'assignation en justice émanant du président Pascal Afine Guessan contre les membres du comité de contrôle du parti a été déposée par un huissier au siège du FPI dans l'après-midi du vendredi. Rappelons que ce comité avait validé fin novembre les candidatures de Laurent Gbagbo et Pascal Afine Guessan, malgré les réclamations de ce dernier dans une lettre déjà apportée par huissier aux instances du parti. La convocation du tribunal prévue pour le 18 décembre prochain interviendrait toutefois après le congrès du FPI prévu du 12 au 14 décembre et au terme duquel le nouveau président du parti sera désigné. Précisons que deux camps s'affrontent actuellement au sein du FPI. Une autre information en bref, l'ambassadrice des États-Unis en Haïti, Pamela White, a rencontré mardi à sa demande des dirigeants de l'opposition haïtienne qui exigent le départ du président Michel Martelly et de son chef de gouvernement alors que le pays attend toujours des élections. La rencontre à huis clos s'est déroulée au siège du Parti des sociaux-démocrates haïtiens et a duré près d'une heure. Nous avons clairement dit à Madame White que la crise est haïtienne et qu'il revenait aux Haïtiens de trouver une
solution, a déclaré Jean-André Victor après le départ de l'ambassadrice qui n'a pas fait de déclaration à la presse. Nous ne voulons pas de solution imposée par les États-Unis. Nous ne reconnaîtrons pas de résultats pris à porte fermée, ont déclaré les manifestants qui réclament le départ du président Martelly. La non-tenue des élections législatives et locales depuis l'accession au pouvoir de Michel Martelly a provoqué un vide dans le pays qui pourrait déboucher sur le dysfonctionnement du Parlement et la possibilité pour le président de diriger uniquement par décret à partir de janvier. Un autre élément dans cette édition, un an après le déploiement des forces françaises en Centrafrique, l'heure est au bilan. Si pour beaucoup d'observateurs, le bilan de l'opération Sangaris reste mitigé, pour les responsables de cette mission, les résultats obtenus sont non négligeables. Selon les autorités françaises, la balle est désormais dans le camp du gouvernement intérimaire centrafricain qui doit œuvrer pour le retour de la paix. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de la France près la Centrafrique, suivi de celle du commandant de chef de l'opération Sangaris. Nous avons développé avec le gouvernement centrafricain et des partenaires de la communauté internationale, du G8, le processus politique à partir du forum de Brazzaville qui doit aboutir au forum de Bangui. Et ce processus de politique comporte 3 volets, un volet élection, un volet justice et réconciliation et un volet gouvernance. La France et ses partenaires, et donc la communauté internationale, attend des autorités centrafricaines, des autorités de la transition, qu'elles fassent leur travail d'autorité de transition, c'est-à-dire qu'elles préparent le passage dans les meilleures conditions possibles à une équipe qui aura été choisie en fonction de critères démocratiques normaux au terme d'un processus électoral. L'intervention d'urgence de la France a ainsi permis de stopper les massacres et d'enrayer le désastre humanitaire qui s'annonçait. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire que tout a été fait, car la situation demeure fragile et peut encore dégénérer localement, parfois sans préavis. 2 constats néanmoins, selon moi, forcent l'optimisme. Le premier relatif à la population centrafricaine, qu'elle soit de Bangui ou de province, elle semble exaspérée par les violences et aspire à une paix durable. En Centrafrique toujours, je le disais, cela fait déjà 1 an qu'a été lancée l'opération Sangaris dans le pays. Pour marquer cet événement, les forces françaises ont organisé des opérations de patrouille à Bangui ainsi que la destruction d'engins explosifs. Récupérer les images. Au petit matin du 5 décembre 2013, une explosion de haine embrase Bangui. Des centaines de cadavres jonchent les rues. Quelques heures plus tard, l'opération militaire française Sangaris est lancée. 1 an après, les massacres ont cessé à Centrafrique, mais le pays est resté ruiné et déchiré. Ces violences ont fait au moins plusieurs milliers de morts et plongé ce pays de 4,8 millions d'habitants dans une crise humanitaire sans précédent. Mais même si les Banguissois apprécient d'avoir retrouvé un semblant de retour à une situation acceptable, selon certains, le bilan de Sangaris ne fait pas l'unanimité. Certes, les tueries ont cessé à Bangui, mais la criminalité reste très élevée du fait de la profusion des armes et de la misère. Ceci, malgré les fréquentes patrouilles organisées par l'opération Sangaris en vue d'un désarmement des différentes milices rivales. Ces munitions vont être détruites ici par des spécialistes du 3e régiment du génie, qui sont des spécialistes en mines et en explosifs. L'ensemble de ces munitions provient de munitions collectées dans le cadre de l'application stricte des mesures de confiance. Dans ce cadre de l'application des mesures de confiance, depuis 1 an, eh bien, vous avez 300 000 munitions de petit calibre qui ont été récupérées de la sorte et détruites, plus de 6 000 grenades et 4 500 roquettes et obus qui sont détruites de la même manière que vous l'avez vu ici. Et les destructions sont faites selon les normes françaises et donc internationales. Les armes, lorsqu'elles retombent dans la remorque qui est derrière vous, sont totalement inutilisables, inexploitables. Et en fait, ce ne sont plus que des déchets. Malgré les efforts déployés par les forces d'interposition, beaucoup pensent que la situation sécuritaire n'est toujours pas la meilleure en Centrafrique.
Pour l'opposant Joseph Bendouga, président du mouvement démocratique pour l'évolution et la renaissance de la Centrafrique, les forces françaises n'ont malheureusement pas réussi à ramener la paix en Centrafrique. Le problème reste entier, les armes circulent et font des morts chaque jour. Cela nécessite donc une prise en compte de la dimension politique de la crise. Des Libyens ont manifesté vendredi dans le centre-ville de Tripoli contre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et le chef de la mission de l'ONU en Libye, Bernardino Léon. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale siège à Tobrouk, dans l'est libyen, à cause des violences et sa légitimité est disputée par un exécutif parallèle qui s'est installé à Tripoli. La Guinée équatoriale à présent, au lendemain du tirage du sort de la CAN 2015, le plus dur commence pour la Guinée équatoriale qui a un peu plus de mois pour se mettre en ordre de bataille. Pendant ce temps, de grosses interrogations subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale et à éviter les couacs logistiques. D'un point de vue sanitaire, les autorités expliquent ne pas craindre la menace d'Ebola qui a déjà causé près de 7000 morts en Afrique de l'Ouest. Reportage. Les défis restent immenses pour un pays qui vient à peine d'hériter de la compétition le 14 novembre dernier après le retrait du Maroc par crainte du virus Ebola. Le troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne tenu de main de fer par le président Teodoro Obiang Nguema depuis 35 ans ne manque pas de moyens financiers, mais c'est surtout le temps qui risque de manquer. D'un point de vue sanitaire, les autorités expliquent ne pas craindre la menace d'Ebola, cause de près de 7000 morts dans l'ouest du continent africain. La Guinée équatoriale est en train de prendre les dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat, puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans le pays. Par conséquent, nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que l'élément de prévention soit le fort de l'activité du Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Des médecins cubains ont été recrutés pour participer à la prévention de l'épidémie qui a épargné jusqu'ici la Guinée équatoriale. Le pays dit également respecter à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Dès la descente de l'avion à Malabo, tous les passagers font ainsi l'objet d'une prise de température. Reste la question cruciale de l'hébergement, des transports et des stades, soucis principaux des équipes. Le comité d'organisation a déjà réquisitionné les principaux hôtels des deux cités et plusieurs compagnies aériennes locales assurent des liaisons quotidiennes entre Malabo, sur l'île de Bioko, et Bata, sur le continent africain. Revers de la médaille, elles figurent toutes sur la liste noire de l'Union européenne. Rebondissement spectaculaire dans l'affaire Uhuru Kenyatta devant la CPI. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'abandon des charges contre le président kenyan, précédemment accusé de crimes contre l'humanité à la suite des violences post-électorales de 2007 dans son pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, désormais libre comme l'alouette, c'est du moins la conséquence directe de la dernière décision rendue par la Cour pénale internationale, estimant n'avoir pas assez de preuves pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité de l'homme soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de fin 2007, ayant fait plus de 1000 morts. Elle dit retirer purement les charges contre lui. À l'annonce de la nouvelle, la réaction d'Uhuru Kenyatta fut automatique. Dans un message posté sur le réseau social Twitter, il a souligné que la Cour venait de lui donner raison et a promis de continuer à se battre pour que soient aussi abandonnées les charges contre deux autres Kenyans, notamment son vice-président William Ruto, dont le procès est toujours en cours. Dans les rues de Nairobi, c'est un soulagement. C'est une bonne nouvelle pour les Kenyans, car Uhuru est notre président. Et quand cette affaire a éclaté, c'était basé sur une suspicion. Alors, si la Cour pénale internationale a estimé qu'il n'y a aucune charge contre lui, c'est une grande nouvelle. Mais au-delà de ces considérations, cette décision, une première dans l'histoire de la CPI, vient assurément porter un coup dur à la Cour et partant à l'image de la procureure Fatouma Bensouda. Elle illustre également les difficultés et les limites de la Cour dans ses enquêtes sur des responsables encore au pouvoir et face à des États peu coopératifs. C'est sur cette nouvelle que nous mettons un terme à cette édition. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au revoir.